Bonjour à tous, merci d'être venus au Transformation Day France et à cette session sur la gestion des AWS à l'échelle et aussi l'accélération du chemin vers le cloud. Je me présente, Inigo Soto, je suis chez AWS depuis 4 ans et je m'occupe des équipes des consulting qu'on appelle Professional Services chez nous. Et nous intervenons essentiellement chez les clients les Fortune 500 dans le monde, donc ça se traduit par les CAC 40, les 20 suivants essentiellement. Et nous intervenons souvent lorsque le client AWS envisage un usage d'AWS massif ou lorsqu'il commence à mettre des applis et des workloads critiques sur AWS. Je vais vous parler d'une part d'un framework que nous avons construit qui s'appelle les Cloud Adoption Framework et qui a été construit sur la base des maintenant plus de 1000 engagements des professional services partout dans le monde, dont quelques dizaines déjà en France. Et je vais aussi vous donner, essayer de vous illustrer à travers ce Cloud Adoption Framework des cas réels qui arrivent en ce moment chez des clients chez qui Professional Services intervient pour vous donner des pistes, vous éviter de tomber dans des écueils que certains ont tombé avant. Et donc une façon dont j'aime présenter le Cloud Adoption Framework, c'est une sorte de checklist de choses à tenir compte avant de se lancer dans un chemin de transformation et d'adoption d'AWS à l'échelle. Donc pour commencer, je pense que c'est aujourd'hui une évidence. Ça l'était moins il y a quelques années lorsque nos premiers clients Enterprise s'est lancé dans l'adoption d'AWS. L'adoption du cloud n'est pas uniquement une affaire technique. Et quelques années plus tard, on peut affirmer que souvent les challenges les plus importants ne sont pas des challenges purement techniques. Donc des sujets comme pourquoi on va dans le cloud, comment on optimise nos applis et nos workloads pour qu'ils fonctionnent mieux encore qu'aujourd'hui dans le cloud, comment je gère les monitoring, comment je suis aligné avec la stratégie business de mon entreprise, comment je gère l'intégration opérationnelle, comment je déploie un nouveau modèle où l'IT commence à ressembler plus à une utility, à de l'électricité, plus qu'à un système, à un modèle des investissements lourds upfront notamment. Comment je gère l'évolution des compétences et des talents dans mon organisation pour qu'ils arrivent à suivre et qu'ils drivent aussi cette transformation de l'entreprise. À quel moment il faut se lancer, à quel moment je lance par exemple les déploiements continus sur le cloud, comment je gère mon reporting, comment j'adresse les exigences de conformité de mes régulateurs, comment je gère mes coûts, est-ce que le DevOps c'est pour moi ou pas pour moi, à quel moment. Donc ce sont autant de sujets qui apparaissent lorsqu'on envisage une transformation avec AWS au cœur. Et la seule chose, si vous avez une chose à retenir aujourd'hui de cette session, c'est la seule chose à ne pas faire, c'est ignorer ces sujets-là. Ils ne seront pas tous aussi importants pour toutes les entreprises au même moment, mais je vous conseille fortement de les regarder tous et chacun. Et je vais vous donner un petit guide de dans quel ordre et comment les aborder. Et vous parler du chemin que certains de nos clients ont déjà suivi. Donc, suite à cette expérience qu'on commence à voir maintenant, nous avons construit quelque chose que chez Amazon on appelle un modèle mental. Donc celui-là, c'est un modèle qu'on appelle le cloud adoption. Et en gros, on essaie d'illustrer comment les organisations vont dériver de la valeur de l'adoption du cloud dans le temps. Donc nous avons pu constater que les schémas a souvent cette forme-là et qu'il y a 4 étapes principales. La première, on l'appelait projet. Je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui caractérise cette étape. La deuxième, c'est fondation. La troisième, c'est migration. Et par la migration, on entend souvent le fait de retirer de la dette technique existante dans les SI des entreprises.
pour aboutir à l'étape ultime, qui n'est pas une étape stable, mais qui est plutôt un stade des optimisations constantes et réinvention. Et a priori, c'est là où la plupart de nos clients veulent y aller. Et pour autant, y arriver, il y a un petit peu quand même de travail. Et souvent, avant je le disais avec moins de certitude, mais là je peux vous dire que si on loupe l'une des étapes, on peut avoir des mauvaises surprises par la suite. Donc je pourrais vous citer un exemple d'un client qui est allé très vite vers la migration, qui en a retiré quelques bénéfices de l'AWS, mais qui s'est rendu compte qu'il devait rattraper des sujets des fondations. Vous allez vous dire quel sujet pour chacune de ces 4 étapes. Et donc je vais essayer de vous décrire qu'est-ce qui caractérise chacune de ces 4 étapes d'adoption et quelles sont les choses à prendre en compte. Après, vous n'allez pas forcément faire tout exactement comme je vais vous les décrire, mais au moins posez-vous la question. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à là où vous en êtes aujourd'hui, de votre parcours d'adoption d'AWS. Donc l'étape projet, c'est souvent le début. Hein. C'est une équipe, parfois c'est dans l'organisation, dans la DSI, parfois c'est dans une business unit, une équipe qui décide que AWS résout un problème d'infra, un problème business, peu importe. Et donc ils se lancent à utiliser le cloud. Donc ça résout un problème spécifique. Ça se fait en général aussi comme mécanisme d'apprentissage et try and see. Et donc souvent les équipes qui font ces projets-là ont quelques compétences et quelques connaissances cloud et la plupart du temps ça va. Et donc le but souvent de cette phase-là, qui parfois se répète à différents endroits de l'organisation, c'est vraiment faire une idée, est-ce que le cloud c'est pour nous, est-ce que ça nous apporte quelque chose ou pas. Lorsque une organisation ne se pose plus cette question et lorsque elle décide qu'il y a de la valeur à retirer de l'AWS, donc se pose ce type de questions. Connecter des environnements cloud aux environnements on-premise existants. Les nombres de projets en général c'est exponentiel. Donc les équipes qui ont eu la bonne idée de lancer les premiers se retrouvent souvent déborder des demandes et d'autres projets qui veulent faire aussi des projets sur le cloud et qui leur demandent comment on fait. On commence à voir aussi les premières applis, ce n'est plus d'époque, ça commence à être c'est peut-être pas encore les applications qui vont arrêter l'entreprise si elle ne marche plus, mais ça commence à être des applications quand même avec un impact business et dans un sens business critical. Et c'est à ce moment-là aussi où la question se pose, ce n'est plus assez d'avoir quelques compétences cloud ici et là. Il faut un plan sérieux, des formations. Et donc, pour ceux d'entre vous qui avaient fait la session précédente avec Cloudreach, donc où ils ont parlé du Cloud Center of Excellence, nous, c'est un terme qu'on utilise vraiment pour mettre en avant l'idée que vaut mieux former d'abord une équipe core qui va ensuite répandre les connaissances cloud dans toute l'organisation. C'est ce qu'on appelle Cloud Center of Excellence. Ces nouveaux projets, ces applis qui vont en prod et qui commencent à être business critical, demandent aussi d'avoir des modèles de conformité et de sécurité prêts et qui soient scalables. Donc souvent, les objectifs de contrôle vont être assez similaires à ceux qu'on avait avant dans son data center, mais on va pouvoir y arriver à ces objectifs de contrôle de manière différente, avec beaucoup plus d'automatisation et donc avec des mécanismes qui vont être beaucoup plus scalables. La troisième phase, c'est souvent lorsque les entreprises se rendent compte que dans leur avenir, il n'y a plus de data center, ou il y a très peu de data center, donc ils envisagent une migration complète. Ils envisagent une situation où les opérations, essentiellement, ça va être du cloud, avec quelques exceptions on-premises. Et donc, le Cloud Center of Excellence doit être opérationnel déjà à ce moment-là et va jouer un rôle très important pour que la migration et l'atterrissage des applis migrées dans le modèle opérationnel de l'organisation se passe bien. Donc, à ces moments-là, on voit que les transformations commencent à être beaucoup plus profondes. Les rôles IT et non-IT d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, sont redéfinis. Et là, on parle vraiment, à ces moments-là, on ferme carrément le data center. Donc c'est des domaines complets d'application et des data centers complets qui sont migrés et fermés. Et donc ensuite, on arrive à cette phase finale, comme je disais, dynamique, où on va travailler sur ce qu'on a déjà migré
les clouds deviennent le choix par défaut pour les nouvelles applis. Et les applis existantes qui ont été souvent migrées en lift and shift, on va travailler à les optimiser. C'est dans cette phase-là qu'il devient une évidence que l'IT n'est plus un simple centre de coût et un simple, disons, une simple organisation qui maintient les lumières allumées et les systèmes en marche, mais plutôt un levier d'innovation qui va proposer au business des choses qui avant étaient simplement pas possibles. Donc à travers ce qui est possible dans le cloud. Et donc, on arrive à une situation où les opérations dans le cloud, c'est les new normal. Alors, pour en arriver là, avoir bien fait ces étapes précédentes est quasiment indispensable. Alors, je voulais aussi vous parler, alors, ces schémas-là, avec projet, fondation, migration, réinvention, est un schéma que je vous encourage sur lequel je vous encourage à réfléchir, mais il y a un autre schéma aussi, qui n'est pas un schéma alternatif, mais qui est un schéma complémentaire. Donc c'est un schéma qu'on appelle, qui s'applique souvent à des nouvelles applis ou à des nouveaux use cases, et c'est un chemin où les applis peuvent aller directement, elles peuvent être cloud natifs. Souvent, on va retrouver ici des projets IoT, des applis mobiles, des front-end qui sont customer facing, des applis aussi autour de la data, des projets data lake, des machine learning, etc. Donc qui ne vont pas passer par les étapes de fondation, migration, etc. mais qui vont pour autant être connectés, puisque c'est grâce à la ligne blanche que le socle sera en place pour que ces nouvelles applis qui arrivent plus rapidement en prod et qui permettent de dériver de la valeur cloud plus rapidement, elles vont pouvoir être gérées avec un socle bien défini, avec une baseline de sécurité et conformité bien construite. Et donc, au final, ça va permettre une adoption et une accélération de l'ensemble. Et donc, il y a cette ligne verte qui bénéficie du socle blanc. Mais une chose qui était moins évidente au départ, mais que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a aussi les équipes qui travaillent sur les projets cloud native. Ils vont aussi, si le Cloud Center of Excellence est mis en place et qu'il est impliqué aussi dans le projet innovant, ces équipes qui font du serverless, qui travaillent avec des containers, qui utilisent les services vraiment innovants, ils vont aussi influencer le schéma de la migration. Ils vont permettre plus d'automatisation, ils vont permettre au final accélérer aussi ces schémas de migration et arriver plus vite au stade d'optimisation et réinvention. Alors les Cloud Adoption Framework, il y a quelques concepts qu'il faut que je vous présente pour qu'ils soient clairs. Alors, avant tout, c'est quelque chose qu'on a mis en accès public, donc vous pouvez aller sur cette URL et le télécharger. C'est un white paper de 25 pages. Ça vaut quand même, je vous encourage quand même à le lire. Et il ne faut pas remplir des formulaires bizarres. Vous allez vous le télécharger. Nous, on veut qu'un maximum de personnes le lisent parce qu'on voit et on pense que ça évite des ralentissements et des frictions dans l'adoption d'AWS. Donc, l'objectif qu'on s'est donné pour ces Cloud Adoption Framework, c'est de permettre aux organisations de bien comprendre comment les clouds transforment la manière dont ils vont fonctionner et qui va aussi aider à aligner la manière dont ces transformations se passent avec les vrais besoins de l'entreprise et au-delà simplement des fonctions IT existantes. Donc il y a trois éléments essentiels au Cloud Adoption Framework. Donc c'est les stakeholders, les perspectives et les capacités. Donc les stakeholders, ça va être des personnes, des fonctions, des groupes de personnes qui ont un point de vue sur la technologie, sur l'IT dans l'organisation. La perspective, ça va représenter ces points de vue, et je vais vous les montrer dans les slides suivants. Et les capacités, donc ça vont être les domaines des compétences à mettre en place pour être en mesure d'exécuter les tâches nécessaires à l'adoption du cloud. Donc les stakeholders, les stakeholders, c'est les perspectives. Donc on va les grouper sous ces six perspectives. Donc les trois à gauche, parfois on les appelle les perspectives des change management. Donc elles sont moins techniques. C'est la perspective business, la perspective people
et la perspective governance. Et celle des droites, c'est les perspectives plus techniques, donc plateforme, sécurité et opération. Donc, la première, business, les stakeholders business, et ça c'est quelque chose qui est assez peu courant dans mon expérience quand j'interagis avec mes clients. C'est souvent avec des équipes IT que j'interagis plus souvent. Mais donc l'un des messages, c'est qu'il y a des gestionnaires du business, il y a des gestionnaires de la finance, il y a ceux qui détiennent le budget, qui définissent la stratégie de l'entreprise, vers qui il faut se tourner aussi pour mettre en valeur ce que l'IT va pouvoir faire pour eux. Et je pense que si vous avez été dans la keynote ces matins, Veolia a dit a donné comme conseil des PowerPers d'aller voir son COMEX pour leur proposer de faire une migration vers AWS. Leur message était plutôt de faire une partie de la migration et leur montrer de quoi les équipes avaient été capables et plutôt, entre guillemets, demander pardon et non pas de la permission. Alors ça, c'est une façon de faire, ça a pas mal réussi à Veolia. Je ne dis pas que c'est ce que va être la meilleure façon pour vous, mais la seule chose, je pense ici, à ne pas rater, c'est d'impliquer ces stakeholders dès le début. Dès que vous commencez à lancer un programme cloud, c'est de définir des facteurs clés de succès, définir des métriques et communiquer pour justement que ces stakeholders voient l'impact et soient impliqués vraiment dans ces parcours d'adoption du cloud. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'IT est aligné avec le besoin business? Une autre question souvent qu'on entend, c'est est-ce que les investissements que je fais dans l'IT, que ce soit cloud ou pas, est-ce qu'ils sont vraiment alignés avec les enjeux business de l'entreprise? La réponse pour les deux est non. En général, avant le cloud, je connais très peu d'organisations qui me disent on est très content de comment l'IT marche aujourd'hui, on voudrait continuer à surtout rien changer et tout faire pareil. Par contre, ces deux questions, avec un peu de travail autour de la communication et avec l'usage aussi des capacités d'AWS, on va pouvoir répondre oui pas mal à ces deux questions. Et ils vont souvent devenir des axes de transformation et des valorisations pour les équipes qui réalisent ces projets-là. Donc les capacités qu'on va vouloir développer, donc ça va être une gestion de la finance du cloud, donc du coût, des investissements, de la traçabilité des coûts, de quel projet dépense combien. Et là, je vais vous donner une anecdote d'un projet. J'ai travaillé avec une équipe dans une société du CAC 40, une équipe qui développait une énorme appli métier, une appli qui utilisait plusieurs centaines, parfois ça dépassait les milliers de VM dans leur run quotidien. Et donc c'est une équipe à qui depuis des années on donnait des objectifs d'optimisation du code. Donc on voulait que l'appli coûte moins cher à fonctionner. Simplement, vu que l'infra était invariante, du moment où ils n'avaient pas besoin d'acheter de nouvelles machines, leur contribution au coût, aux baisses de coûts d'opération de cette application, elle était simplement irréaliste. Et donc, dès qu'ils sont lancés dans une migration de cette appli sur AWS, ils ont découvert l'autoscaling. Et là, ils se sont dit, ça y est, après 5 ans, comme elle demande, je vais pouvoir enfin prendre la main sur l'optimisation financière de mon appli. Et ça, pour une équipe de dev, était un game changer. Ils sont même allés jusqu'à dire que dans l'avenir, il fallait avoir des personnes dans l'équipe. Il était justifié d'avoir des gens qui étaient quasiment, dont l'objectif c'était d'aller chercher les économies dans les applis qui étaient déjà en run pour les rendre plus élastiques, pour optimiser l'utilisation des ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement technique, où les impacts financiers sont évidents, où vous allez pouvoir définir des métriques et surtout communiquer ces métriques aux équipes, pas forcément IT uniquement. Stratégie IT, réalisation des bénéfices pour les business, gestion du risque également. Donc, du risque, ça c'est beaucoup de clients. L'un des facteurs clés de réussite de leur projet cloud, c'est la réduction du nombre d'incidents. Et donc, nous avons des clients comme General Electric qui annoncent
une diminution radicale dans le nombre d'incidents suite à leur migration sur AWS et à l'utilisation des mécanismes de disponibilité que propose AWS. Donc la perspective people, alors ça c'est l'une des perspectives qui me tient le plus à cœur. Les projets cloud, c'est avant tout des projets faits par des personnes. Or, les organisations, souvent, n'ont pas les compétences exactement nécessaires pour mener à un projet cloud, mais ils en ont souvent le potentiel. Donc, on a souvent les personnes dans les équipes, mais ils n'ont pas été formés et ils ne font pas forcément toujours partie des bonnes équipes. Il y a parfois des questions des précarés, des fiefs, voilà, je ne peux pas libérer telle personne, etc. Pour autant, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai les bonnes compétences et est-ce que mon organisation elle est bien structurée. Et les parties prenantes à impliquer dans ces discussions, donc ça va être les équipes des ressources humaines, tous les managers, IT et pas IT, les équipes qui gèrent les formations. Dans mon expérience, là où ça se passe bien, c'est lorsque on identifie aussi des personnes qui ont du potentiel dans l'organisation et on leur donne comme mission d'établir les Cloud Center of Excellence par exemple, ou de se former dans les technologies AWS. Donc les sujets qu'on va voir aborder, donc c'est la gestion des ressources, la gestion des incentives aussi, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, un développeur à qui on donne un objectif de réduction de coûts, dans le mode classique, il ne pourra pas y arriver. Dans un mode cloud, il pourra avoir tout à fait ça comme incentif. La gestion des carrières, le fait de pouvoir attirer les bonnes personnes dans l'organisation, mais aussi depuis l'extérieur. Là, mon retour d'expérience, c'est que plus vous en parlez de ce que vous faites, à travers un blog technique, à travers un compte Twitter, à travers des témoignages dans des événements comme celui d'aujourd'hui, plus vous allez être en mesure d'attirer les bonnes personnes avec les bonnes compétences dans votre organisation. C'est vraiment un facteur différenciant et déjà pour attirer ces personnes-là, ensuite ces personnes deviendront l'enabler des projets. On arrive donc gouvernance. Donc ici on est clairement, on va voir les questions de comment je gère mon projet cloud en minimisant mon risque dans la transition, et puis comment je gère mes projets. Alors est-ce que je continue à gérer mes projets avant avec des cycles en V, avec disons une structure assez rigide, ou plutôt comment je vais pouvoir bénéficier du cloud pour amener de l'agilité, amener de la souplesse. Avant le cloud, j'ai pas d'expérience, j'étais impliqué dans des sujets d'agilité depuis au moins 10 ans maintenant. Et l'agilité s'arrêtait toujours avant la prod. Donc on faisait de l'agile dans les équipes de dev. Puis après, on se prenait 3, 4, 5 mois de tests, d'approvisionnement, des choses qu'il fallait faire avant de passer en prod. Donc avec le cloud, la gouvernance doit aussi être en mesure de s'adapter, puisque maintenant il y a des choses qui sont possibles. On peut être agile, on peut être un DevOps, on peut faire des déploiements comme fait par exemple Amazon.com, des déploiements où il n'y a pas d'intervention humaine entre le moment où un développeur commit du code et le moment où ces codes arrivent dans les environnements de production. Donc ce sont des sujets qui vont impliquer des stakeholders à tous les niveaux. Donc il faut que les CIO soient embarqués, et souvent ils les sont. Il n'y a pas un genre trop de problèmes là-dessus. Et il faut aussi que les équipes qui interviennent, donc les équipes de développeurs, les équipes de SysOps, etc., soient motivées et intéressées. En général, ça va aussi. Mais il y a aussi toutes ces autres fonctions entre les deux. Donc les gestionnaires des programmes, des projets, et les architectes d'entreprise, les analystes, les gestionnaires des portfolios d'applications sont autant d'interlocuteurs qu'il faut impliquer et qui ont un rôle très important à jouer, parce que ce n'est pas avec les CIO et les équipes de dev que la transformation se fera. Donc je passe à la perspective plateforme. Donc cette perspective regroupe la plupart des sujets techniques. Et essentiellement, quelles sont les architectures que le projet vont utiliser. Et là, si vous vous souvenez des 4 phases, lorsqu'on est dans la phase projet,
que chaque projet fasse son architecture, ce n'est pas très problématique. Mais lorsqu'on commence à avoir 10, 20, 50 projets, définir des blueprints d'architecture, ça devient une nécessité. Donc définir des patterns pour le cloud, et surtout pas utiliser exactement les mêmes patterns qu'on avait avant, profiter des nouveaux services, des services managés, des briques qu'on peut simplement assembler pour construire des applications d'une manière très différente à celle qu'on faisait avant. Donc les stakeholders, ça va être à nouveau du plus haut niveau des execs techniques aux IT managers, des architectes jusqu'aux développeurs. Et donc les capacités qui va être nécessaire d'acquérir et vont toucher à comment on provisionne déjà les trois briques classiques, le compute, le network et les stockages, mais aussi des nouvelles briques plus haut niveau qui avant se faisaient de manière plus manuelle. Maintenant on va pouvoir aussi avoir des patterns et des mécanismes automatiques pour provisionner des databases, pour provisionner des fils, pour provisionner des workflows, pour provisionner des desktops à des développeurs ou à des utilisateurs business. Et ça va toucher également à l'architecture de systèmes et des solutions et également au développement des applis qui vont pouvoir, comme je disais tout à l'heure, implémenter de cycles complets CI/CD du dev jusqu'au déploiement, chose qui n'était pas possible, dans mon expérience, ou très très difficile avant le cloud. La cinquième, elle aurait pu être aussi la première, puisque c'est à la base de tout le reste, donc c'est la sécurité. Et donc les questions qu'on va se poser, c'est que vous allez vous poser, c'est à quel framework des conformités je vais devoir répondre et quel mécanisme je vais mettre en place pour atteindre un niveau de sécurité qui sera à minima celui que j'avais avant dans mes data centers. Et je vous encourage à ne pas vous contenter de ça et aller plus loin et à implémenter des mécanismes qui vont être plus automatisés, qui vont donner aux équipes sécurité de l'entreprise beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de traçabilité, beaucoup plus de granularité dans la segmentation des droits. Et là, j'ai envie de dire, la sécurité, si vous l'ignorez dans la phase projet et encore pire dans la phase fondation, ça sera un bloqueur total pour les phases suivantes. Par contre, si vous impliquez les équipes de sécurité au début et que vous menez la transformation avec eux et que vous faites un tel qu'ils se rendent compte de tout tout dont ils vont être capables en termes de contrôle dans le cloud, ils deviendront des sponsors du programme. Et ils diront, je ne vais plus avoir le flou que j'avais avant, les data centers en boîte noire avec des audits Excel tous les 3 mois. Maintenant, j'ai du temps réel, je vois ce qui se passe. S'il y a un incident, j'essaie de reconstruire la chaîne d'événements qui ont mené jusqu'à l'incident et j'essaie de l'éviter. J'essaie de m'assurer que jamais les mêmes accidents n'arrivera plus. Il y aura peut-être d'autres, mais je saurai aussi les tracer et les comprendre beaucoup mieux dans le cloud. Si j'ai bien mené et si j'ai bien créé mes capacités. Et les capacités, dans le domaine de la sécurité, on les appelle aussi les 5 épiques de la sécurité. Et ils sont la gestion de l'identité et des accès, les contrôles des détections, la sécurité de l'infrastructure, la protection des données et la réponse aux incidents. Et donc il y a un white paper. Alors chacune de ces 6 perspectives a un white paper. Alors cela, si vous avez lu les white papers global et que vous avez encore, il y a des domaines sur lesquels vous voulez aller plus en profondeur, vous avez des white papers par perspective et notamment celui de la sécurité avec ces 5 épiques. Je vous les conseille particulièrement et je vous conseille de le donner à vos équipes sécurité. Parce que moi, je me mets à la place d'un professionnel de la sécurité et les clouds, ça permet vraiment de faire des choses dont ils ont toujours rêvé et qu'ils n'ont jamais pu faire avant. La dernière perspective, c'est les opérations. Donc les opérations aussi, il ne faut pas les ignorer. C'est bien d'émigrer et d'émigrer massivement vers le cloud. Pour autant, il faut être en mesure d'opérer ce qu'on migre. Alors au début surtout, on va pouvoir réutiliser une grande partie des choses qu'on faisait avant dans son data center et vont être toujours possibles dans le cloud, mais à nouveau, ça serait passé à côté d'une énorme opportunité de simplification, d'automatisation dans les opérations. Donc notamment cette agilité, on va pouvoir introduire beaucoup d'agilité dans les opérations, on va pouvoir arriver à des SLA applicatifs bien meilleurs avec des niveaux d'incidents beaucoup plus faibles que ce qu'on avait avant.
Et donc, alors ici on va pouvoir aller jusqu'au modèle DevOps dans certains cas, mais bon, les DevOps, c'est pas pour tout le monde tout de suite. C'est souvent aussi une transformation culturelle qui va toucher à people, gouvernance, etc. Mais déjà d'impliquer vos équipes opérations dès le début du projet autour du service monitoring, de la gestion de la performance applicative, et comment on gère son CMDB, comment je gère mes releases, mes changements, les reporting, les plans de continuité et les plans de reprise d'activité et les catalogues de services IT. Donc ce sont autant de sujets et des capacités à acquérir dans ces domaines. Donc comment, on a parlé de ces 4 étapes de l'adoption du cloud à l'échelle. On a parlé des 6 perspectives, des stakeholders et des capacités qui permettent de réussir, en tout cas de piloter ces transformations. Je vous donne maintenant 7 facteurs clés de succès qui ont fait leur preuve dans pas mal de projets maintenant pour mener à bien l'ensemble de cette transformation. Donc le premier, c'est d'avoir un sponsor, et idéalement un sponsor qui est un pied dans le business, pour encore une fois être sûr que le programme cloud est aligné avec les objectifs business de l'entreprise. Deuxièmement, alors ça vient avec le fait de vouloir aller vers cette 4e étape de l'optimisation et la réinvention. Donc c'est d'avoir une stratégie cloud first, de donner aux projets et aux applis le cloud comme le nouveau normal, et que ça soit plutôt pourquoi pas cloud plutôt que pourquoi cloud. On gagnera beaucoup d'énergie et d'efforts à créer cette vision. Ensuite, accepter que le changement organisationnel, c'est une nécessité. Et puis, l'aborder comme on aborde un projet de change management. Donc, avec des nouveaux operating models. Et surtout, j'insiste sur le dernier, en fournissant du training technique, mais aussi sur la nouvelle façon de faire, sur les nouveaux process, les nouvelles façons de faire d'un cloud. Cloud Center of Excellence, donc à partir de cette 2e étape Foundation, mais c'est quelque chose qui continue, qui est un élément clé pour réussir une migration, qui va rester important plus tard. Alors, il y a des organisations qui sont devenues tellement matures dans l'usage du cloud, où les Cloud Center of Excellence n'est plus nécessaire, parce que l'organisation connaît tellement bien le cloud. Alors si vous en arrivez là, super, vous barrez le Cloud Center of Excellence, c'est génial, mais avant d'en arriver là, et surtout si vous n'en avez pas aujourd'hui des Cloud Center of Excellence, je vous le donne comme vraiment une approche qui marche vraiment très bien. Les Cloud Center of Excellence, en fait, ça permet d'éviter d'avoir des poches, des connaissances cloud qui ne communiquent pas entre elles. En fait, on les met tous au même endroit. C'est pas, on veille à qu'ils ne deviennent pas un goulot d'étranglement, mais plutôt une sorte d'équipe de consulting interne qui va vraiment s'assurer qu'on est cohérent au niveau des architectures, au niveau des mécanismes de sécurité, etc. et qui va accélérer les autres équipes, mais qui ne doit pas se mettre en coupure non plus de ce qu'ils font les équipes qui déploient des applis sur le cloud. Expérimentation, alors ça c'est très proche de la perspective people. Et c'est aussi quelque chose qui n'était pas forcément possible avant. Si on voulait expérimenter avec de l'infra data center, on ne pouvait pas. Parce que c'était cher, parce que les contrôles étaient extrêmement forts. Dans le cloud, on peut dédier des environnements AWS à la prod, qui vont être encore plus sécurisés qu'un data center aujourd'hui, mais on peut aussi créer des sandbox. Et ça, c'est un pattern qui fonctionne très bien. Donc, on a les mêmes services déconnectés des données de l'entreprise, où on va donner liberté totale aux équipes avec des contrôles financiers, par exemple, en s'assurant qu'ils ne dépensent pas plus de X $, chaque mois, et avec des mécanismes qui vont détruire les ressources s'il y a des mauvais élèves. Mais ça va permettre permettre justement cette idée que je vous donnais en début de présentation, de rendre les équipes IT moteurs de l'innovation, moteurs de résultats business. Ça, c'est très beau à dire, mais pour y arriver, l'un des mécanismes très efficaces, c'est donner des accès et donner des environnements non bridés pour permettre aux équipes d'expérimenter, de se faire la main.
C'est très nouveau, c'était pas possible avant le cloud. C'est privé de ça, c'est vraiment dommage dans un schéma d'adoption du cloud. Des principes et des standards, donc des architectures, des blueprints, des mesures. Alors les mesures, tout AWS est accessible depuis des API. Donc par définition, tout ce qui se passe chez AWS est traçable et mesurable. Utilisez ça, définissez des métriques, mesurez-la. Regardez où vous en êtes aujourd'hui et itérez, améliorez, réduisez vos coûts, améliorez vos performances. Donc, et faites évoluer vos principes et vos standards. Et enfin, ayez un plan. Je pense que c'était Sun Tzu qui disait qu'aucun plan de bataille résiste au premier contact avec l'ennemi, mais pour autant, il faut en avoir un. Donc, ayez un plan, commencez petit et itérez. N'ayez pas peur. Il n'y a plus besoin de faire des programmes qui ne changent pas pendant 5 ans ou qui étaient nécessaires avant, parce qu'on parlait d'investissement trop lourd et des délais d'approvisionnement très longs. Ici, il n'y a plus besoin de tout ça. On peut commencer petit. Par contre, il faut aller vite. Donc, itérez rapidement et mettez à jour votre plan. Et ayez toujours un plan et soyez prêts à les modifier. Je vais aller un peu plus vite sur ça. En gros, c'est une autre approche pour comprendre, essayer de comprendre d'où vous partez, quels sont vos objectifs business. Donc, pour certains, ça peut être d'avoir un avantage compétitif, un time to market plus petit. Pour d'autres, ça peut être de réduire ses coûts IT, s'adapter au changement du marché. Identifier quels sont vos leviers business. Et comprenez aussi d'où vous partez. C'est pas pareil de faire évoluer une start-up qu'une grande entreprise décentralisée où chaque entité a de l'autonomie. Tenez compte de ça. Est-ce que votre organisation est centralisée, décentralisée? Où vous en êtes au niveau de la maturité opérationnelle, etc. Et puis aussi discuter avec vos pairs dans votre secteur d'activité. Pas tous les domaines évoluent à la même vitesse. Il y a des régulations, des questions de régulation que vous vous posez. Vos pairs dans d'autres entreprises du même domaine ont sûrement dû se poser les mêmes. Donc c'est aussi un input important pour construire votre plan. Et au final, donc, si je dois vous donner quelques takeaways de cette session, donc le premier que je vais vous donner au début, c'est de vraiment utiliser le Cloud Adoption Framework comme checklist pour au moins passer tous ces éléments en revue et choisir ceux qui sont importants et pertinents pour vous. Donc, c'est d'incorporer toujours les business requirements. Et ne vous contentez pas d'être un simple engrenage interne à votre entreprise. Tirez toujours la ficelle pour aller comment le projet cloud dans lequel vous vous embarquez, quel impact ça va avoir dans les comptes de résultats de votre organisation. Mettez un focus particulier sur l'identification et le développement du talent. Ça, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire, les plus difficiles. J'ai essayé de vous donner quelques pistes de comment réussir dans cette bataille pour acquérir le bon talent et les motiver et les développer. Comprenez d'où vous partez, c'est quoi la maturité de votre IT aujourd'hui et quels sont les modèles vers lesquels vous voulez aller demain. Alignez vos capacités opérationnelles avec la stratégie business. Donc, à nouveau, on revient au fait de comprendre les besoins business dans votre stratégie. Et puis, prenez toujours la sécurité, prenez toujours en compte la sécurité dès le départ du projet pour répondre aux exigences de conformité. Enfin, ça ne sera pas à la même vitesse pour tout le monde, mais le modèle DevOps, c'est quand même un modèle qui se prête très bien au projet cloud. Il y a un aspect que je n'ai pas encore beaucoup mentionné, mais qui est indispensable, c'est mettez l'automatisation au cœur de chacune des choses que vous faites pendant votre schéma. Donc, je vous laisse avec un dernier slide, avec un call to action. Maintenant, vous connaissez les Cloud Adoption Framework, les 6 perspectives. Je vous encourage à vous en servir pour construire cette première version de roadmap
Donc prenez les six perspectives en axe temporel et définissez vos objectifs pour chacune des six perspectives et les actions qui vont vous permettre d'y arriver et d'atteindre ces objectifs. Donc voilà, merci à tous. J'espère que vous avez trouvé cette session utile. Et maintenant, c'est les cocktails. Donc déjà, félicitations d'avoir tenu jusqu'à la fin de la journée. Et si certains d'entre vous veulent discuter pendant le cocktail, je suis à votre disposition.